et nous sommes en deuxième période, mais vous n'allez pas parler football, vous recevez Fodé Sylla, c'est à vous. Effectivement, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop, merci à vous. Vous l'avez dit, nous sommes intéressés. 1-0 pour le Sénégal, un bon Sénégalais, un bon supporter de Lyon. Nous les encourageons. Alors, j'ai beaucoup de plaisir avec Papis Diaw à recevoir Fodé Sylla, ancien président de SOS Racisme, ancien parlementaire européen. Là, actuellement, vous êtes ambassadeur itinérant du Sénégal. Absolument. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme j'aime le faire, Papis, je vais provoquer. La première question, la France est-elle toujours raciste, Fodé Sylla? Quand je dis ça, récemment, on a vu l'agression à Cergy d'un livreur. Il y a également la chanson de Youssouf avec les Bleus. Noël Le Graët a été obligé, le président de la Fédération française, de dire « je n'étais même pas au courant ». Alors, en tout cas, sans compter Zemmour, aussi ce qu'il a dit des Sénégalais. Bien ça, évidemment. Je passe dessus. Oui. Ça, je dirais que c'est la crème du racisme en ce moment. C'est Éric Zemmour dans cet individu irresponsable qui probablement rejoint aussi votre question sur le fait que, en tout cas, il y a une parole raciste qui s'est libérée et qui a banalisé les propos qui jusqu'à présent ont taisé. Parce que souvent aussi il y a des tabous dans les sociétés, parce qu'on empêche d'humilier l'autre, on empêche de le vexer. Et aujourd'hui, quand on a des irresponsables comme Zemmour qui libèrent une parole raciste, alors tout le monde se permet de pouvoir divulguer ces paroles-là, puisqu'on dit tous les soirs on entend à la télévision. Aussi parce que peut-être qu'on en parle aussi plus. Pendant très longtemps, les victimes, la parole était tue. Aujourd'hui, on a des moyens de faire savoir des actions racistes régulièrement. Aujourd'hui, quand on se fait agresser, on a les moyens de prendre sa caméra, de pouvoir filmer. Et puis, mais globalement, je pense que les agressions physiques à la personne, telles que moi je l'ai connue dans les années 90, où en l'espace de 1995, en l'espace de 1 mois, 3-4 jeunes avaient été tués. Il y avait un jeune qui avait été jeté à la Seine par des couleurs d'affiches du Front National, par des skinheads. Les couleurs d'affiches avaient tué Ibrahim Ali à Marseille. Ils mettent beaucoup dans le port à main. Alors si les atteintes physiques à la personne ont diminué, mais le racisme quotidien et les discriminations en matière d'accès à l'emploi, aux loisirs, au travail, au logement sont beaucoup plus fortes, précisément parce que la population de la diversité est beaucoup plus visible aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, la parole raciste s'est beaucoup trop libérée et entraînant une certaine banalisation de celle-ci. Alors, moi, je ne vais pas vous provoquer comme d'air. Moi, je vais vous contraindre à une introspection pour revenir un peu sur ce que vous avez pu faire ou à faire aujourd'hui. Vous avez porté les destinées de SOS Racisme. Aujourd'hui, si vous deviez faire un bilan aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez raté dans ce combat? Dans ce combat, on a probablement raté une chose essentielle. C'est qu'on est peut-être resté trop dans une vision un peu trop angélique du fait que les choses allaient en soi changer. C'est vrai que souvent, quand je voyais le président Mitterrand, qui était très avenant à notre égard, quand il disait qu'est-ce qu'il faut faire, je disais, monsieur le président, venez dans tel quartier, essayez de faire de la solidarité, nous accompagner dans telle action sociale. Peut-être qu'aujourd'hui, je dirais, mais finalement, la dimension politique est beaucoup plus importante. Peut-être qu'aujourd'hui, je demanderai une représentation beaucoup plus forte des gens issus de la diversité. Peut-être que j'exigerai qu'une des promesses qui avait été faite, qui était d'accorder le droit de vote des immigrés, je le demanderai beaucoup plus fortement. Parce que vous comprenez bien, un maire ne fera jamais attention à des gens qui ne votent pas. Et il n'est pas normal que les gens qui vivent, qui cotisent, ne payent pas leur retraite. Mais, oui, allez-y. Mais ce que je ne peux pas regretter, et qui est un élément extrêmement fort, c'est qu'avant SOS Racisme, quand on est né en France, quand on était né de parents étrangers, arabes ou noirs, on n'était pas considéré comme français. Et ça, quand même, on peut nous apporter ce crédit du fait qu'aujourd'hui, au moins, on nous reconnaît comme français. Et les actions sociales que nous menions dans les quartiers, d'encadrement, faisaient qu'il n'y avait pas des jeunes qui se réveillaient un jour en disant on allait aller faire le djihad ici ou là. Donc, le pouvoir public, la puissance publique et la capacité qu'on avait de valoriser les travailleurs de terrain et les acteurs de terrain, ça c'est quelque chose qui était très important. Et aujourd'hui, avec un délitement social et l'absence de cet investissement dans les quartiers, effectivement, participe aussi à des choses, effectivement, qui font que les choses sont plus dures. Autrement, si je comprends vos propos, la solution devrait certainement venir par la politique. Ah, toujours. Alors, si on revient un peu sur un constat aujourd'hui, je parle d'un fait qui est une récurrence aujourd'hui. Un jeune sportif
qui se donnent la mort après avoir été victimes de propos racistes. Est-ce que ce ne sont pas les Noirs eux-mêmes qui prolongent ces sévices? Vous êtes black, je suis black, et après? Pourquoi associer des théories, des discours, des politiques? Je suis noir, je suis noir. Je suis noir, mais vous voyez, il y a quelque chose ça qui est important quand même, c'est l'estime de soi. Quand on est dans une société... Parce que si on dit le blanc, il ne se fâche pas, il ne se braque pas, il ne se tire pas une balle. Non, parce qu'on n'entend pas par... quand on dit en noir, ça lui renvoie aussi à toutes les discriminations et à toutes les difficultés quotidiennes qui sont liées quand même à la couleur de sa peau. Parce que je pense quand même qu'aujourd'hui... Excusez-moi, et le fait de vivre dans un monde de blancs, oui, pour le blanc. C'est quand même, ça reste des minorités tout le temps. Ça reste des gens qui doivent tout le temps démontrer qui sont encore meilleurs que les autres, et même quand ils démontrent qu'ils sont meilleurs que les autres, ils continuent encore à être victimes de discrimination, parce que de toutes les façons, il y a la couleur de la peau qu'on ne peut pas cacher. Donc moi, je ne suis pas dans une position victimaire. Dans l'obligation de cacher une peau qui est belle pour moi, voilà, qui est déjà black, qui est belle. Il faut croire en soi d'abord, croire en sa peau et à la couleur de sa peau. Mais quand il n'y a pas l'estime de soi, quand dès tout petit, on vous explique que les canaux de la beauté pour les jeunes filles, c'est d'avoir les cheveux lisses, c'est d'avoir une peau plutôt claire. Et quand on est un peu plus grand, quand on a toute une série d'endroits où on sait très bien aujourd'hui qu'en plus des discriminations sociales, que tout le monde peut vivre, liées au logement, spatial, il y a aussi des discriminations raciales, même quand on est jeune, qu'on va aller dans une simple lieu de loisir, on peut vous jeter parce que vous êtes noir, ça vous renvoie quand même à cette condition du fait que parce que vous êtes noir, vous êtes considéré comme souvent, comme non seulement discriminé, mais comme moins que rien. Donc moi, je ne suis pas dans une position victimaire. Je ne suis pas en train de dire, on passe notre temps en disant, on est des noirs, des pauvres malheureux, et puis tout ce qu'on subit, etc., et que chacun doit prendre ses responsabilités. Mais quand j'entends pas par politique le fait de dire on doit tous s'investir en politique, j'entends par la puissance publique, j'entends par le fait qu'à un moment, quand on est une minorité dans un pays, c'est les gens qui sont à la direction qui les protègent. Voilà. Et pendant très longtemps d'ailleurs, Mitterrand a joué ce rôle-là. Parce que lui connaissait la société française. Et puis il savait très bien qu'il faut, quand on prend une fois de plus ce jeune arabe et jeté à la Seine en 95, le 1er mai à Paris, j'arrive à convaincre le président Mitterrand de venir jeter un muguet. Voilà, un brin de muguet à la Seine. Parce que, et d'ailleurs à ce moment-là, parce qu'il a le rôle, en tant que pays à dominante blanche, par exemple, d'apporter son soutien et une main secourable à ces personnes qui sont des minorités. Alors, pour en venir à la tribune, moi, quand j'ai lu votre tribune, ou quand je vois votre engagement, votre passion à défendre vos positions, je n'ai pas compris quand vous avez dit quand même qu'on pardonne pardonnez même à Zemmour. Moi, je n'ai pas trop bien compris. Vous savez, il a fait des déclarations irresponsables, une provocation stupéfiante où il a expliqué que nous, les Sénégalais, nous étions tous des revendeurs de crack. À Paris. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est très simple. Aujourd'hui, l'exercice de la provocation est un exercice facile. Il est pour moi symptomatique de la défaite de la pensée. Quand on en arrive tous les jours en se réveillant, en se disant, ce soir, à la télé, je dois aller gagner ma croûte uniquement en faisant de la provocation, ça finit par donner ce genre de choses. Et de toutes les façons, on aura toujours besoin de nourrir ces provocations. Elles seront toujours plus insultantes, elles seront toujours plus grandes, plus fortes, plus méprisantes, donc méprisables de mon point de vue. Et je ne veux pas, moi, continuer à gaspiller ma colère contre Éric Zemmour. Je veux dire, écoutez, quelqu'un qui explique des contre-vérités historiques, qui explique que Pétain, par exemple, a défendu les enfants juifs, alors que c'est une période de l'histoire où on a livré des enfants juifs, alors même que Hitler ne demandait pas. Du révisionnisme, absolu. Est-ce qu'il faut accorder du crédit aux propos de Zemmour? Oui, il faut arrêter d'accorder du crédit, mais pour autant, quand même, tous les soirs, il le dit à des gens qui sont fragilisés devant leur télé. Exactement. Et donc, ces gens-là sont là. Vous comprenez le maintien de Zemmour non, justement. À l'antenne, on le fait passer dans toutes les Je dis que donc aujourd'hui, il faut que nous tapions sur cette pathétique et dérisoire vanité qu'est la provocation. Parce que la provocation, c'est vraiment ce qu'on peut de plus vil et de plus simple et de plus bas quand on va exalter nos sentiments les plus profonds enfouis. Et en plus, lui, il essaie de cacher autre chose, c'est Éric Zemmour. Il essaie de cacher un truc qui est tout simple. Ce qu'on a besoin dans les processus d'immigration, des gens qui veulent laver plus blanc que blanc. Voilà, moi, je n'en veux pas qu'ils soient un juif berbère, fils de rapatrié. Moi, je n'ai pas de problème avec mes origines sénégalaises, issues d'une culture senghorienne, en venant de Tambacounda et en grandi dans la Sarthe. J'en suis fier. Lui, il veut cacher ça. Et pour cacher ça,
il faudra toujours qu'il en rajoute encore plus pour le fait qu'on oublie que lui-même est issu de cette immigration qu'il nie. Donc, ce que je pense aujourd'hui, c'est que moi, mon problème, ce n'est plus Zemmour. Je demande à celui qui le paye tous les mois, qui s'appelle Vincent Bolloré, et je lui dis cette chose très simple, M. Bolloré. Vous ne pouvez pas continuer votre empire à prospérer en Afrique, à gagner autant d'argent sur le dos des Africains et financer une chaîne de télé sur laquelle on insulte les Africains à longueur de journée. Personne au monde ne paie pour se faire insulter. Dans la cohérence, je mets un tampon entre Zemmour et Bolloré. Il y a l'audimat. Quand une chaîne propose en continu un programme, ça veut dire que le programme est suivi. Ça, c'est clair. Ça, vous savez très bien. Quelle réponse vous Absolument. apportez par rapport à cette réalité de télévision? Justement, c'est par rapport à cette réalité de télé que j'ai dit à un moment, il faut que ça cesse. Parce qu'à force de répéter tous les soirs la même chose contre l'islam, contre les immigrés, il y a toute une série de gens qui finissent par penser que c'est la vérité. Voilà. Si vous arrivez à dire, par exemple, aujourd'hui, tous les soirs, que tous les Africains qui sont à Paris ne sont que des trafiquants, alors que, honnêtement, nous le savons en tant que Sénégalais, que c'est grâce à ces immigrés-là que nous avons développé nos régions. Nous savons leur vue de ce que c'est, ces hommes et ces femmes qui ont traversé des continents dans des conditions pénibles, qui acceptent de vivre dans des conditions de vie que personne n'accepte et qui, tous les mois, continuent à soutenir leur famille, etc. Ça, c'est la réalité. Si lui, il arrive à la télé sans preuve, sans rien, en disant c'est tous des trafiquants, vous allez pousser plein de Français tous les jours qui vont finir par dire « Ah bah c'est ça la réalité ». Donc c'est par rapport à ça qu'il faut que ça cesse. Mais pour que ça cesse, honnêtement, il faut que Bolloré décide de dire un jour, soit je continue à maintenir mes contrats, et parce qu'il ne peut pas passer son temps, M. Vincent Bolloré, en disant j'adore l'Afrique, j'adore les Africains, l'Afrique est mon deuxième pays, et avoir comme ça sans cesse des déclarations d'amour. Nous demandons des preuves d'amour maintenant. Qu'il adore l'Afrique, qu'il adore l'argent de l'Afrique, mais pas les Africains. Pas les Africains. Qui adore l'argent de l'Afrique, pas les Africains, qui adore les Africains ici. Mais en tout cas, en France, ils les laissent se faire insulter. Et donc, je dis à un moment, nous ne voulons pas que des déclarations d'amour, nous voulons des preuves d'amour. Et la preuve d'amour du fait que vous aimez véritablement l'Afrique et que vous voulez préserver vos intérêts, est véritablement aujourd'hui de prendre des sanctions et d'enlever cet individu qui passe ses journées à nous insulter, à nous dresser les uns contre les autres. Alors, par rapport à la recherche de solutions, est-ce qu'elle ne devrait pas être importée d'ailleurs, en étant certain qu'elle s'est déjà plantée en France, c'est une réalité? Est-ce que le combat ne devrait pas prendre ses sources ailleurs pour combattre le racisme dont vous parlez aujourd'hui en France? Par exemple, aujourd'hui, moi je pense quelque chose de très important. Dans la dynamique de ce qu'a lancé le chef de l'État concernant l'emploi des jeunes, nous avons l'idée de créer un Erasmus Afrique-Europe pour pouvoir faire aujourd'hui que des jeunes Français, qu'ils soient toubabs, noirs ou arabes, puissent tout à fait aujourd'hui venir au Sénégal se former par exemple dans les métiers de la boulangerie et de la pâtisserie. Je fais de Paris, moi qui ai grandi en France, que le premier enfant de Rouen qui viendra de Marseille ramener des pâtisseries, il pourra faire des coulis de bissap, où il pourra aller faire des flancs au baobab, je vous assure qu'il va cartonner. Donc il peut rester là-bas, venir ici, qu'on lui apporte. De la même façon, on prendrait des jeunes ici. On les amènerait dans cet Erasmus Afrique-Europe, se former, par exemple, à l'Académie de Rouen, dans les métiers de bouche. Ils reviendraient avec une meilleure connaissance. Nous devons favoriser la mobilité pour les générations futures. Et c'est par ce genre d'action aujourd'hui où on arrêtera de tout ramener à des questions de pour ou contre immigration. Non, on ne peut pas limiter l'avenir d'un jeune de Marseille au nord, au Bouches-du-Rhône, et pas plus que l'avenir d'un jeune du nord de Hénin-Bourmont, pour ne prendre que cette ville à caractère qui est dirigée par l'extrême droite, uniquement au Nord-Pas-de-Calais. Il faut permettre à toute une génération aujourd'hui de pouvoir échanger, mobiliser, faire des start-up ensemble, concevoir des projets ensemble, et c'est par ce biais-là qu'on s'en sortira. Vous avez parlé d'extrême droite en France aujourd'hui. Politiquement parlant, c'est une force réelle en France. Oui. Quand vous êtes un défenseur du racisme et que vous voyez la progression de ce parti. Quand je suis défenseur de l'antiracisme. De l'antiracisme. De l'antiracisme. Ouais. Ça vous fait quoi? Pour ne pas citer Marine Le Pen. Moi, je suis d'accord. Ne pas stigmatiser un peu. Non, ça me fait mal parce que je pense que fondamentalement, moi, j'ai connu cette France où on faisait vivre cette concorde et cette envie de bâtir ensemble et de vivre ensemble. J'ai connu cette France où ensemble on bâtissait les politiques de la ville. Et je continue à croire en cette France parce que dans la réalité de tous les jours, la France, paradoxalement, aussi le plus de mariages mixtes.
quand vous allez dans une école aujourd'hui en France, vous mettez une simple caméra, vous allez voir cette diversité. C'est lié à son histoire également. Voilà, c'est lié aussi à son histoire. Elle a eu du mal pendant très longtemps à assumer son passé colonial. Récemment, il faut reconnaître que, par exemple, le président Macron, aussi bien dans sa campagne par rapport à l'Algérie que dans sa tournée au Rwanda, a pu reconnaître ici et là qu'on n'a pas été parfait du point de vue de l'histoire. Bon, je pense qu'il y a petit à petit ces débats qui sont instaurés. Maintenant, pour l'abolition de l'esclavage, il y a une journée qui est instaurée dans les lois françaises. Donc il y a des choses qui ont progressé sur la mémoire. On n'a pas mis tout, que dans tous nos placards, tous nos cadavres dans nos placards, on en parle de plus en plus. Après, je pense aussi qu'il y a la question, très concrètement, par rapport à l'extrême droite, de lutter contre, je dirais, ces fractures sociales. Parce que le populisme et l'extrême droite ne se nourrissent que des fragilités des sociétés. Plus une société a des gens qui sont au chômage, plus une société a des gens qui sont laissés pour compte, des déclassés entiers. Pourquoi Trump est arrivé au pouvoir finalement? C'est qu'il y avait une partie des déclassés blancs qui estimaient qu'eux, ils n'étaient pas pris en compte, surtout quand ton président noir est arrivé, ils ont senti que c'était la fin pour eux. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, qu'il faut se battre. Et je pense aujourd'hui, on peut aller toujours vers une offre politique, ou en tout cas sur les questions, je dirais, de l'égalité des chances, de l'égalité des droits et de la distribution des biens. C'est comme ça qu'on fera reculer l'extrême droite. Fodessila, Papis Diaw nous a entraînés sur le terrain politique. Alors, on voit que dans les sondages, Macron, on va parler encore de lui avec l'agression gifle subie dans la Drôme. Alors, à moins d'1 an de la présidentielle, Macron progresse fortement dans les sondages. Il a eu plus 7 aujourd'hui dans les sondages. C'est Mélenchon qui s'effondre un peu. Il y a Marine qui se maintient, comme l'a dit Papis, qui ne voulait pas la nommer. Ouais. Alors, vous pensez que Macron va rempiler pour un second quinquennat? Je pense qu'il devrait rempiler de toutes les façons, parce que je vois aujourd'hui en tout cas que il y a quelque chose de très confus à gauche qui fait que aujourd'hui on n'a pas véritablement de leader. Et y compris le seul qu'on a, il a quand même des relents un peu péronistes, populistes de gauche, mais quand même, avec d'ailleurs une suffisance qui, à mon avis, est un peu compliquée pour les gens à admettre, même si sur le fond, il aborde des vraies questions, qui est Mélenchon. Je pense qu'à côté, la droite, elle a toujours du mal à se remettre de sa défaite, sa dernière défaite électorale, et puis de ces années sarkozystes qui l'ont quand même aussi bien plombé, et l'affaire Fillon qu'on connaît. Oui. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'aujourd'hui, il a toujours un boulevard pour pouvoir le faire, en sachant juste une chose, c'est que je ne suis pas certain qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, par rapport à la dernière fois, qu'il puisse la jouer uniquement en disant eux c'est des méchants, nous sommes les bons par rapport au Front National. Le Front républicain, quoi. Voilà, je ne suis pas certain que le fameux Front républicain, en disant tous contre l'extrême droite, qu'on puisse toujours le maintenir, parce que d'abord, il y a aujourd'hui une partie de la droite classique qui a totalement basculé du côté de l'extrême droite. Il y a une telle porosité aujourd'hui qu'il y a des gens d'extrême droite, qu'il y a des droites qui parlent, on a du mal à distinguer, notamment quand on voit certains élus. Donc il y a quelques risques de voir Marine Le Pen. Il y a des risques de voir Marine Le Pen arriver au pouvoir. Oui, il y a des risques réels. Il y a le curseur de la société qui s'est déplacé vers la droite. La droite n'a pas su maintenir la ligne. On est gaulliste, on est républicain, on n'est pas du côté du nationalisme socialiste ou du populisme de droite. Et la gauche n'a pas su aujourd'hui déterminer très clairement la ligne de fracture entre, elle maintient une sorte de complaisance vis-à-vis d'un ethno-communautarisme qui est mal défini, parce qu'il a du mal à trouver ses marques. Elle n'est pas très claire non plus quand on voit aujourd'hui ce que lui-même Mélenchon a pu déclarer encore très récemment par rapport à la banalisation quand même d'actes extrêmement graves de terrorisme. Et voilà, bon, et puis on fait des manifestations avec des gens qui ont des comportements, on est dans des rouges-bruns comme on dit. Voilà, sans aller trop loin, sans rentrer dans une analyse qui nous pousserait trop loin des gens qui nous écoutent au Sénégal, je pense quand même qu'aujourd'hui, le risque que l'extrême droite française arrive au pouvoir est grave. C'est pour cela que nous devons faire très attention et interpeller des gens qui disent, comme Vincent Bolloré, une fois de plus, on aime l'Afrique, attention, vous ne pouvez pas abonder dans le fait qu'un jour, si elle arrive au pouvoir, c'est qu'indirectement, vous aurez permis que la parole se libère pour que ça se fasse, et c'est tous les jours à la télévision française. Puisqu'on parle de Macron, juste évoquer l'incident, comment ça a pu se faire. Il est en déplacement dans la Drôme, mais il s'est fait gifler. Je pense qu'à la sortie de cette pandémie, il peut se passer plusieurs choses. Il peut se passer ce que nous on espérait tous en disant on va en sortir plus solidaire,
parce qu'on a bien vu à quel point on était fragile vis-à-vis d'un simple virus. Et puis, à contrario, ça peut aussi pousser des gens, lorsqu'ils sortent de cette période d'incertitude, à avoir des actes incontrôlables. En tout cas, ils sont insupportables, injustifiés. Quoi que soit la défiance qu'on peut avoir vis-à-vis du pouvoir, on n'a pas le droit d'abord de passer à la force physique, à attaquer quelqu'un dans son intégrité physique, et encore moins un chef d'État. Deux individus ont été interpellés et toute la classe politique française a également condamné. J'espère bien. Alors, pour revenir un peu sur ces risques éventuellement que la droite, l'extrême droite accède au pouvoir, si le cas se présentait, est-ce qu'il serait possible d'expliquer cette réussite entre guillemets par le simple fait des échecs successifs des politiques apportées par ceux qui se réclament et de la gauche, des centristes, des communistes, pour n'avoir pas donné de solution aux populations françaises. Absolument. Et qui s'orientent vers d'autres idéaux. Je suis d'accord. On est tous responsables. Et là, on n'est plus dans le cadre du racisme. On est tous responsables. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été un élu de la République française où les Français ont voté pour moi. Pendant 5 ans, j'ai siégé au Parlement européen. Je ne peux pas me dédouaner de ma part de responsabilité. Bon, on est tous obligés de dire qu'à un moment, sur la question, en tout cas, de faire que les gens qui vivaient mal puissent mieux vivre, du fait, par exemple, d'une politique très simple, c'est la politique de la ville et de la carte scolaire. On a amené systématiquement les mêmes personnes pauvres à vivre dans les mêmes endroits en France avec les immigrés qui eux-mêmes étaient pauvres. On n'a pas fait une politique quand les immigrés arrivaient, disons, on les met dans différents quartiers. On les a entassés dans des lieux qui commencent à ressembler à des ghettos à l'américaine. Et là, on a mis des pauvres en vivant entre eux. Donc quand on fait ça et qu'on ne permet pas qu'il y ait une mixité, qu'il y ait un brassage, et ben voilà comment est-ce qu'on peut créer des situations où l'autre a l'impression que l'immigré est vécu comme étant concurrent permanent parce qu'il n'a pas envie de ressembler à... Il n'a pas envie de se retrouver avec des gens qui sont aussi pauvres que lui, surtout quand ils viennent de l'étranger, d'un point de vue psychologique. Bon. Oui. J'ai une dernière question, en fait. C'est par rapport et puis l'école aussi, par exemple, tout simplement. C'est que lorsqu'on met des gamins, les mêmes enfants, à 90%, 95% d'enfants pauvres, ouvriers, immigrés dans les mêmes écoles, et on a quasiment l'impression que dès la naissance, la carte est déjà jouée. Exactement. Donc quand on n'a pas réduit cette fracture de l'école et qu'on n'a pas permis ce brassage et qu'on n'a pas aidé les plus pauvres, on crée des conditions effectivement pour que ça se développe et nous sommes tous responsables. Alors, votre image est fortement liée au combat contre le racisme. Oui. Du coup, vous êtes une voix autorisée. Mais je vous remets encore sur la sellette pour dire un peu, est-ce que vous pouvez un peu aujourd'hui toucher du doigt le degré de responsabilité de nous, les Blacks. Je ne parle pas d'Africains, les Noirs. Nous les Africains. Noirs, pour avoir été au cœur du combat pendant des années. C'est quoi le mea culpa? La responsabilité totale des Africains dans cette histoire. La responsabilité totale. La responsabilité des Africains, par exemple, aujourd'hui, moi, à mon avis, c'est quand même le fait que nous ne sommes pas suffisamment soudés et liés pour pouvoir mener collectivement des combats et affirmer des choses ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, si par exemple on se mettait tous en disant on va essayer, mais pas baigner dans l'anti-occidentalisme primaire, parce que vous savez, si vous aujourd'hui, vous décidiez tous les deux, avec l'aura que vous avez, avec cette capacité que vous avez tous les soirs de faire une émission sur ce plateau, en disant tout ce que nous subissons, c'est de la part des Français, l'anticolonialisme, le franc CFA, et puis je vous en passe des pires et des meilleurs, et ben vous finirez par faire bien meilleur que Zemmour, parce que vous aurez peut-être plus d'arguments pour le faire. Mais vous ne le faites pas parce que nous avons une certaine idée de l'homme et de sa place et du vivre ensemble. Et donc c'est pour cela que je pense que si nous, par exemple, par contre, Africains, sans être, je dirais, dans l'anti-occidentalisme primaire, si on décidait que par moment, on se mettait ensemble pour mener des combats collectifs, je suis sûr qu'on irait beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Voilà. Alors, nous sommes au bout de cet entretien. Malheureusement, nous n'avons pas pu évoquer le récent sommet des économies africaines à Paris. Tout à fait. Et est-ce que les vrais... tout ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que le président de la République a été félicité par tout le monde pour sa gestion de la pandémie. Voilà, l'immigration clandestine par la mer Barça au Barça. Et puis la situation de nos compatriotes de la diaspora. Oui, une autre fois. Il faut qu'il revienne. Oui, vous revenez quand vous voulez, Fodé Silla. C'est gentil. Merci à vous, Papis Diaw. Merci à Fodé Silla. Merci pour la qualité des questions. Merci beaucoup. C'était tout pour Soir d'Info. Rendez-vous est pris demain, Inch'Allah.